Ok, bon, je passe la main à Marc Jourdain. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue à cette webconférence qui est organisée par le comité RPS QVT donc, du Var sur le thème des enseignements de la crise sanitaire et à ce jour, quelles bonnes pratiques perdurent en entreprise. Voilà le thème qui a été proposé pour cette matinale ce matin. Donc, le programme, donc, vous l'avez eu. Il y aura tout d'abord une ouverture par Alain Testo, hein, qui est directeur départemental adjoint de l'ADES du Var. Et ensuite, nous aurons des témoignages. Donc, un premier témoignage sur les mesures mises en place dans une entreprise artisanale du BTP qui sera fait par Johanna Mas, qui est assistante juridique sociale de DM2C. Ensuite, également en relation avec ce point-là, l'intervention de Race, conseiller en prévention de l'OPP-BTP, donc qui donnera quelques éléments d'information sur les bénéfices de la pérennisation des mesures mises en place lors de la crise sanitaire. Qu'est-ce qui existe toujours aujourd'hui et pourquoi? Ensuite, nous aurons l'entreprise Estendon Vigneron qui fera un témoignage sur la pérennisation du télétravail, une question importante aussi dans les entreprises aujourd'hui. Donc, ce témoignage sera fait par Magdalena Hagebart, je m'excuse sur la prononciation, qui est membre de la C2SCT, et par Florence Malezevic, qui est directrice administrative et financière donc au niveau d'Estendo. Ensuite, nous ferons témoignage travail effectué auprès de l'encadrement au sein de l'EHPAD de la Cité Bombal par Aurélie Lanata, qui malheureusement n'a pas pu être là pour. Oui, vous allez bien? Moi, je suis en web. Je présente non, mais là, c'est parce que ça le travail qui a été fait dans le cadre du Covid sur une réflexion sur l'organisation. En fait, il y a des bruits parasites. Le mémoire technique en fait pour septembre. Ouais. Et elle me demandait en fait, donc elle a eu 140 €. Il y a des de parasites. Il y en a qui n'ont pas coupé leur micro. Là, elle me fait, regarde, ça y est, on a eu d'accord. Robert, a priori. Monsieur Robert, je ne sais pas. Ah bah c'est pas là. Monsieur Robert. Il faudrait couper le micro. S'il vous plaît. Ce n'est pas, sinon, c'est pas gérable. Donc voilà, et la conclusion de la matinale sera faite par M. Philippe Girard, créateur de l'ABRSE Innovation. Donc, hier, j'ai envoyé un petit SMS. Je ne sais pas, Anna-Louise, si tu as une moyenne de le signaler. Et sinon, je donne la parole à Alain. Pas entreprendre des démarches, c'est-à-dire je veux bien prendre la parole, mais pas dans ces conditions. Et oui, c'est bien. J'aimerais bien que, je ne sais pas, Laurent, je ne sais pas qui parle là. Bon, faut arrêter ça, sinon ça ne va pas être possible. Ah voilà, ça y est. Bon. Est-ce que vous m'entendez? Je pense qu'on a dû couper les micros des autres intervenants. Très bien, merci. C'est bon, merci Monsieur Jourdan. Merci pour ces premiers mots de présentation. Effectivement, au nom de l'ADES, je souhaitais dire quelques mots d'introduction, pas être long, hein, parce que cette matinale, sous cette forme de webconférence, va être sur un modèle quand même assez comprimé, hein, d'une heure et demie. Donc, je ne vais pas être trop long dans mes propos. Le cabinet Analusis donc, nous accompagne en tant qu'animateur, hein, aux côtés de l'ADES dans cette vie de ce comité RPS. Je souhaitais d'ailleurs saluer, je crois qu'elle est présente d'ailleurs, hein, on la verra peut-être tout à l'heure, mais je sais qu'elle s'est branchée. Ce comité, vous aviez l'habitude de travailler avec Evelyne Villadoma, hein, qui pour des raisons personnelles et de santé n'est pas parmi nous aujourd'hui, hein, est parti début mars et reviendra, j'espère, au plus vite à l'automne avec un bon rétablissement de sa part. Et donc, l'ADES a repris le relais en la personne d'Emmanuel Joly, hein, en grand organisateur de cet événement avec le cabinet Analusis et avec l'ensemble de nos partenaires avec qui nous travaillons de manière plutôt efficace, hein, pour ne pas dire autre chose, tout au long de l'année.
Donc, on espère être le plus nombreux possible autour de cette webconférence. On a essayé d'en faire un maximum de publicité, y compris sur le site de la préfecture. Hein, c'est à noter, ce n'était pas fait jusqu'à présent. Donc, on a essayé d'avoir un maximum de personnes. Et donc, je tenais à remercier le travail de l'ensemble des participants à ce comité. Hein. Il suffit de regarder le bandeau d'invitation pour voir que cette instance réunit tous les partenaires, les organisations professionnelles, syndicales, ainsi que les partenaires de prévention et de services de santé au travail. Et c'est grâce à vous tous que cette matinale peut se tenir ce matin. Et je vous en remercie. Et comme le disait M. Jourdan tout à l'heure, on essaiera au maximum d'animer cette matinale au travers de certains témoignages, tant de nos partenaires de prévention que de chefs d'entreprise ou du lab RSE qui viendra nous donner aussi quelques éléments en fin de matinale. Donc, cette matinée s'articule autour d'une thématique qu'on a retenue, qu'on a travaillée depuis ce printemps, autour des enseignements de la crise sanitaire. Quelles bonnes pratiques perdurent en entreprise. Alors, c'est vrai qu'on aurait pu imaginer cette matinale uniquement en termes de bilan, en disant, ben voilà, qu'est-ce qu'on tire de cette période, j'allais dire 2020-2021, qu'est-ce qui a été fait en entreprise et en faire le bilan. Mais l'actualité assez récente, encore aujourd'hui, avec un nombre de contaminations qui a doublé en une semaine sur le département du Var, sur cette crise Covid qui malheureusement, j'allais dire, ne nous lâche pas. Ça reste un sujet d'actualité. On parle de la 7e vague, je n'apprends à personne. Donc, je pense que cette matinale aura d'autant plus d'écho que nous sommes dans une dynamique, si je puis employer ce terme-là. C'est pas forcément, c'est souvent employé positivement. Là, ce ne sera pas le cas dans ce cas-là. Mais de reprise éventuelle de la crise sanitaire à l'automne. Personne ne le souhaite, mais bon, je pense que le retour qu'on peut avoir de vos travaux et des témoignages pourront nous permettre de voir un petit peu tout ce qui a été fait et comment les entreprises ont réagi à cette crise. Je profite également de cette introduction pour vous signaler, je pense qu'une majorité d'entre vous ont pu le constater, on sort d'une semaine, de la QVT qui avait été organisée par l'ANACT et les ARACT régionales autour de la qualité de vie au travail, dont la thématique cette année était la quête de sens au travail. Donc, il y a eu certains ateliers, certains travaux, organisations de réunions qui ont permis de travailler notamment sur ce sens sens au travail, consécutive aussi à cette crise sanitaire, dans la mesure où cette dernière a largement bouleversé les conditions de travail, aussi bien pour les travailleurs de ce qu'on appelait de première ligne, comme les travailleurs de seconde ligne, qui ont été exposés à différentes problématiques qui ont obligé et les salariés et les employeurs à s'adapter à cette situation. Je pense qu'on aura aussi certains liens à faire à la sortie de cette semaine QVT. Et je terminerai ces quelques propos en faisant un autre lien avec une autre instance où la dette intervient aussi directement. C'est l'Observatoire départemental du dialogue social. Et je sais que certains membres sont présents d'ailleurs aujourd'hui autour de cette matinale. Cette instance dont le principe est également le paritarisme, avec les organisations professionnelles et syndicales. Et cet observatoire a développé depuis maintenant 3 ans un certain nombre d'actions, outils de travail, communication, autour du dialogue social et autour de certaines actions qui vont dans le sens des conditions de travail, l'égalité professionnelle ou du télétravail. Donc, certaines opérations, certains guides ont été développés et je pense que les travaux de l'Observatoire pourront aussi venir nourrir assez positivement les travaux de ce comité RPS. Voilà, je ne serai pas plus long. Il me reste à remercier vraiment sincèrement tous les participants qui ont
qui ont une présence active tout au long de l'année et qui permettent l'organisation de ces matinales, donc celles d'aujourd'hui et celles qu'on est déjà en train de préparer de fin d'année. Et je pense qu'on aura également l'occasion de vous en dire deux mots avec la thématique qui sera normalement retenue. Merci à vous et bonne matinale. Merci, Monsieur Testo pour cette introduction. Donc, je vais donner la parole donc à Johanna Mas sur le témoignage concernant une entreprise artisanale du BTP par rapport, je dirais, aux mesures qui ont été mises en place dans le cadre de la crise et celles qui ont été conservées et pourquoi elles ont été conservées. Donc, la parole est à vous, Madame Mas. Merci beaucoup. Alors, bonjour, donc je suis Johanna Mas. On a créé avec mon mari notre entreprise il y a 12 ans. On installe des climatisations, donc on fait partie du second œuvre du bâtiment. Et aujourd'hui, on est un peu plus de 10 salariés. Donc, c'est vrai que pendant la crise, on a dû mettre en place plusieurs mesures et gestes barrières pour les salariés. Donc, on s'est adapté à tout ce qu'on nous a demandé. On a fait les choses correctement. Et c'est vrai que depuis que les mesures ont été levées, on a vu quand même une différence entre le personnel de terrain, c'est-à-dire les équipes techniques qui sont sur les chantiers et les bureaux. C'est-à-dire qu'en fait, nous, dans le bureau, on a quand même préféré conserver les mesures qu'on avait actuellement, c'est-à-dire que ma collègue à l'accueil a toujours le plexiglas, il y a toujours le marquage au sol, comme quoi il y a un mètre à respecter pour ne pas essayer de se transmettre éventuellement les virus. On a aussi la pompe de gel hydroalcoolique, donc on se gèle systématiquement les mains avant de rentrer dans les bureaux, que ce soit moi, que ce soit du coup ma collègue, que ce soit le bureau d'études. On fait très attention quand elle reçoit une livraison, elle se désinfecte systématiquement les mains. Jusqu'il n'y a pas longtemps, on mettait aussi le masque dans les espaces communs. Là, je vous avouerai qu'on le met un petit peu moins. Par contre, si on tousse ou si on a le nez qui coule, on se met le masque chacune, même si on a des bureaux séparés quand on est dans les lieux communs, parce que on ne veut pas se contaminer. On a des enfants qui vont à l'école, qui sont petits. Donc, du coup, on se dit que potentiellement, on peut le ramener en entreprise et on n'a pas envie de contaminer nos collègues. Ce qu'on peut retenir aussi, nous, de la crise, c'est que il y a eu aussi des petites tensions par rapport à la vaccination, parce qu'il y a vraiment des gens qui étaient opposés farouchement à la vaccination, d'autres qui ont suivi et qui se sont fait vacciner quand c'était obligatoire. Mais ça s'est un petit peu dissipé depuis que ça va mieux, que ce n'est plus une obligation. Ça s'est un petit peu détendu, mais c'est vrai que il y avait des gens qui étaient opposés, d'autres non, et ça a créé un petit peu des tensions au niveau des opinions personnelles à ce niveau-là. Donc, nous, on est au final contente qu'il y ait ces mesures. On ne se fait plus la bise, ni avec les salariés, avec les techniciens, ni nous entre nous. Et ça, c'est quelque chose qui ne nous dérange absolument pas. Et on essaye de se respecter, de limiter l'absentéisme dû peut-être au Covid qui circule encore, en conservant certains gestes barrières volontairement. Et ça s'est fait un petit peu naturellement dans les bureaux. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce qu'on s'était dit. Le nombre de salariés dans l'entreprise, je ne sais pas si vous l'avez. On est un peu plus de 10 là actuellement. Et on a aussi des intérimaires parce qu'on rentre dans la pleine saison et que on a énormément de boulot avec les chaleurs qui sont arrivées un peu avant cette année. D'accord. Et la part bureau chantier au niveau de… Bureau, on doit être, avec le bureau d'études, on est 5. Et sur le chantier, ils doivent être entre 7 ou 8. D'accord. Et donc, au niveau du chantier, le comportement n'a pas été pareil qu'au niveau du bureau. Comment vous… Non, alors c'est-à-dire qu'au début, quand c'était obligatoire, ils râlaient beaucoup et il fallait quand même un petit peu leur rappeler les choses. Dans les camions, il faut que vous gardiez le masque parce que c'est vrai que nous, on pensait aussi à l'intérêt de l'entreprise. Les chantiers ont été fermés pendant quelques temps parce qu'il n'y avait pas toutes les mesures qui étaient mises en place au début pour pouvoir travailler. Donc, on a eu une période d'inactivité et de chômage partiel. Et c'est vrai que quand on a repris, on avait super peur qu'il y en ait un qui l'ait et qui contamine tout le monde. Donc, dans les camions, ils ne mettaient pas systématiquement le masque. Donc, il a fallu leur rappeler. Ils ne se désinfectaient pas forcément les mains en rentrant dans les bureaux le soir. Donc, du coup, c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué à mettre en place. Mais dès qu'il y a eu la levée du gouvernement concernant le masque et les gestes barrières, ça a été la libération totale. Alors que nous, pendant un moment, on l'a gardé, on a fait attention. Eux étaient plus enfin, on peut revivre, c'est bon, de toute façon, ces mesures, le Covid. On a eu un petit peu, on a constaté une différence de mentalité à ce niveau-là, concernant les équipes de terrain et le bureau. Mais maintenant, c'est passé.
Donc, c'est une différence de mentalité. Il ne mettait pas en avant le fait que ça pouvait être contraignant par rapport au travail qu'il réalisait. Oui. Ouais. Il ne se rendait pas compte et il se disait, de toute façon, c'est rien, c'est juste une grippe. Donc, voilà, il nous saoule. Un petit peu aussi politique. Voilà, ça a dévié un peu sur le terrain. Donc, on discutait. Mais voilà, on sentait qu'on ne pensait pas forcément la même chose parce que peut-être on n'a pas les mêmes conséquences. Nous, notre entreprise est fermée où on a, je vous dis une bêtise, mais 5 techniciens en même temps qui ont le Covid, ça va être catastrophique. Alors qu'eux, ils vont être chez eux, payés, en arrêt maintien à domicile ou je ne sais plus comment s'appelait exactement le truc. Donc, c'est vrai qu'on n'avait pas les mêmes visions parce qu'on n'avait pas les mêmes conséquences. Voilà, je pense. D'accord. Très bien. Ben, écoutez, merci. Bon, vous pourrez peut-être de rien. intervenir, parce que là, je vais donner la parole à monsieur Thierry Dos-Reis, donc, qui est conseiller en prévention de l'OPP-BTP, et qui va peut-être voilà, compléter, élargir un petit peu ce témoignage par rapport à sa vision à lui, donc, de ce qui se passe dans les entreprises du BTP. D'accord. Donc, voilà, la parole est à vous. Merci, bonjour à tous. Donc déjà, une présentation rapide de l'organisme de l'OPP-BTP. Nous sommes une structure paritaire des branches bâtiments et travaux publics sous tutelle du ministère du Travail depuis 1947. Nous ne sommes ni une entreprise, ni une association. On a vraiment un statut particulier qui est dicté par le Code du travail. On a une gouvernance qui est assurée par les partenaires sociaux, donc avec les représentants des OP, des organisations patronales et des organisations syndicales, avec un représentant du ministère du Travail et un représentant de la CNAM au niveau national. Et donc, c'est cette gouvernance qui garantit le bon équilibre entre les employeurs et les salariés dans les choix et les décisions stratégiques liées à la prévention et à notre organisme. C'est vraiment un indicateur fort de notre existence et de notre action tous les jours dans cette branche du BTP. Si je peux avoir la slide d'après, s'il vous plaît. Merci. Nous sommes organisés au niveau régional, donc par agence régionale, avec un comité national donc, où siège le président de l'OPP-BTP, qui est alternativement soit un représentant des organisations patronales, soit un représentant des organisations syndicales. 12 agences, nous sommes 350 collaborateurs au total, dont environ 150 sur le terrain, sur toute la France, avec les implantations que vous voyez sur la carte, et donc notamment pour la région PACA, sur Marseille, et un bureau à Valoris, à côté de Nice. Nous intervenons principalement auprès des entreprises sur de l'information, de l'assistance technique terrain, sur des conseils technicaux, de prévention, sur de la formation, sur du conseil de l'accompagnement aux entreprises qui veulent entamer des démarches d'amélioration de la prévention et de l'assistance technique en ligne par le biais de notre site Prévention BTP où vous pouvez retrouver énormément de documentation, d'outils pratiques pour le document unique, pour les PPSPS, etc., etc. Voilà, je vous engage à aller sur le site si jamais vous voulez connaître plus d'informations par rapport à notre organisme. Concernant les bonnes pratiques qui perdurent en entreprise, donc, comment les entreprises ont géré la prévention des risques dans les chantiers. Donc, on va vraiment, pour appuyer la présentation précédente, vraiment s'appuyer sur la partie chantier, plus que sur la partie bureau. Au début de la crise, les entreprises étaient vraiment perdues, comme tout le monde. Le 17 mars 2020, tout le monde a dû se mettre au pas et suivre les directives gouvernementales. On a vraiment été énormément sollicités, notamment vis-à-vis de notre agence en ligne, par les entreprises qui ne savaient pas trop quoi faire, comment faire pour continuer leur activité. En 15 jours, on a été capable, avec les partenaires sociaux, le ministère et les entreprises, de sortir un guide de préconisation et d'aide à la décision liée à la continuité d'activité des entreprises. À partir de là, les entreprises du BTP ont suivi ces préconisations qui étaient dans ce guide et ont pu reprendre assez rapidement donc, leur activité avec des éléments de prévention tels que le dimensionnement des bases vie, le recours à des entreprises de nettoyage externe pour nettoyer et désinfecter notamment tout ce qui était installation de base vie, la tenue de certaines réunions en distanciel, en visio comme nous le faisons aujourd'hui, l'organisation de roulement pour la prise des repas pour éviter qu'il y ait beaucoup de monde dans les cantonnements, des plans de circulation, des sensibilisations, etc., etc. Il faut savoir que sur les chantiers, l'appréhension des risques en général est relativement faible au niveau des opérateurs et que le risque lié au Covid a un peu été traité de la même façon, c'est-à-dire qu'au début, comme disait Johanna précédemment,
Voilà, il y avait quand même une certaine défiance et voilà, c'est une grippette. Ça a été assez compliqué au début. Il a vraiment fallu beaucoup de pédagogie de la part des entreprises lors du redémarrage des chantiers pour vraiment la mise en place de règles strictes. Les règles de distanciation ont été très difficiles à mettre en place parce que dans le bâtiment, sur les chantiers, il y a vraiment ce côté rapport humain qui est très important pour les compagnons. Sur les mesures d'hygiène, c'était un peu plus, voilà, c'est vraiment la partie qui a le plus fonctionné. Concernant, excusez-moi, j'ai eu du bruit en retour. Préalablement à la crise, le constat qu'on pouvait faire sur les chantiers du département, c'était un manque d'entretien des bases vie, souvent confié à un salarié du chantier qui nettoyait une à plusieurs fois par semaine donc les installations. La mise en place de contrats avec des prestataires externes a vraiment été une amélioration nette de la tenue et de l'hygiène sur ces chantiers, et donc quelque part de la qualité de vie, parce que les compagnons qui viennent pour manger dans des cantonnements propres, nettoyer, désinfecter, sans être à 10 sur une table, ça a vraiment nettement amélioré la condition de travail des différents salariés. Donc, cette organisation a aussi fait l'objet de négociations avec des maîtres d'ouvrage pour la prise en compte financière, bien évidemment, de ces éléments. Certaines entreprises ont réussi, d'autres non. Ça reste un élément à conserver dans les enseignements de cette crise. C'est vraiment la place du maître d'ouvrage dans l'organisation des chantiers. Quant aux autres petits chantiers qui sont dépourvus de base vie, parce qu'on a quand même beaucoup de chantiers qui, malheureusement, sont dépourvus de base vie du fait de petits chantiers, de milieux très, très concentrés en zone rurale, de très faible durée. Ce qu'on a pu voir, c'est la mise en œuvre de mesures telles que dans les camionnettes pour les mobiles, des bidons d'eau, du savon, de l'essuie-tout. Il y a vraiment au niveau de l'hygiène, il y a un gros travail même au niveau des petites équipes et des petites entreprises, pour mettre à disposition de quoi se laver et se désinfecter. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est resté au niveau des entreprises, et ça va même plus loin, puisqu'en fait, dans les bonnes pratiques, on a pu voir des entreprises de petite taille qui ont pu investir, alors qu'il n'y avait absolument aucune installation préalablement sur leur chantier, qui ont pu prendre des petites roulottes de chantier. Donc, il y en a certaines même qui ont investi avec des aides de la CARSAT. Il faut savoir qu'il y a des aides de la CARSAT qui existent pour un certain nombre de sujets. Et donc, ils ont pu investir dans l'achat de petites roulottes de chantier. Je l'ai vu dans plusieurs entreprises, ou de louer des petites roulottes de chantier sur des chantiers qui durent un peu longtemps ou des chantiers qui sont difficiles d'accès, où il n'est pas forcément évident d'avoir des installations pérennes. Donc, ça a été vraiment un grand bien en termes d'évolution, en sachant que, bien évidemment, ce n'est pas partout encore. Il y a une nette amélioration. Je préfère toujours voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Il y a encore du travail à faire sur ce sujet. Mais on a quand même senti qu'il y avait vraiment une prise en compte des entreprises sur ce sujet. Donc, par intermédiaire, donc pendant la crise sanitaire, ça a été une obligation au début, bien évidemment, mais on voit persister dans certaines entreprises le maintien de ces acquis, on va dire, liés à la crise sanitaire pour la suite. Bien évidemment, par rapport à ces préconisations que nous avons, notre guide a été suspendu le 14 mars dernier, puisque le protocole sanitaire a été suspendu par le gouvernement. Maintenant, nous continuons à engager les entreprises à conserver des mesures, bien évidemment, liées au Covid sur le chantier, surtout au niveau de l'hygiène. C'est quand même un des aspects importants. Aussi un peu au niveau de la distanciation, autant que faire se peut, et surtout la réaction, c'est la communication qu'on fait aussi, la communication qui est faite vis-à-vis des cas avérés, des cas contacts, par rapport aux différentes périodes de confinement, enfin pas de confinement, mais les personnes se confinent chez elles par rapport à ça. Donc on maintient quand même une certaine veille par rapport à ce sujet auprès des entreprises. Et les entreprises, comme disait la personne avant, les entreprises, elles n'ont pas envie que l'activité de leur entreprise s'arrête d'un seul coup avec la reprise du Covid. Donc, il y a quand même
un certain nombre de mesures qui ont été conservées et on voit quand même sur les chantiers que ça continue quand même relativement dans la plupart des cas d'être appliqué. Et, donc, juste une question par rapport à ce que… Donc, vous dites qu'au niveau de l'hygiène, ça a fonctionné, c'est conservé. Et au plan organisationnel, manifestement, c'est un peu plus compliqué. La distanciation, vous dites, ça ne tient pas. Le croisement, éviter les croisements, ça peut marcher. Au niveau organisationnel, donc c'est plus compliqué à… C'est compliqué au niveau de tout ce qui est distanciation. Au niveau organisationnel, il y a un certain nombre de choses qui ont quand même été conservées, notamment au niveau des bureaux. C'est toujours un petit peu plus facile au niveau du bureau. Sur les chantiers qui sont en perpétuelle évolution, c'est un peu compliqué. Maintenant, certaines entreprises y arrivent à conserver des sens de circulation. Voilà, il faut s'adapter à la situation du chantier, œuvrer en ce sens pour essayer d'avoir le maximum de mesures applicables sur le chantier pour ce faire. Mais c'est vrai que la distanciation, c'est vrai que déjà avant la libéralisation, on va dire, entre guillemets, on avait déjà noté au niveau des chantiers qu'il y avait une certaine liberté dans les règles liées à la distanciation et au port du masque. Depuis, ça a complètement explosé. C'est vrai que le retour, c'est que sur cette distanciation, mais j'en reviens toujours à mon propos préalable, c'est vrai que sur les chantiers, les gens ont vraiment ce besoin de rapport humain entre personnes et c'est quelque chose qui est assez compliqué dans le temps à contrer. Donc, on essaye de faire en sorte, mais ce n'est pas forcément l'élément le plus facile. Voilà. S'il y avait aussi un élément à conserver, c'est vraiment de continuer à travailler sur cette partie vraiment d'organisation et de distanciation. Oui, donc là, il y a effectivement un enjeu qui reste à traiter. Bon, en tout cas, merci pour vos deux témoignages concernant ce secteur d'activité, qui est un secteur d'activité spécifique et effectivement sur les chantiers, c'est pas forcément évident d'arriver à mettre en place et à conserver des mesures sanitaires. Et donc là, on va passer à un autre type d'entreprise et au travail de bureau avec la mise en place du télétravail durant son obligation, enfin durant la crise, et puis au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a été conservé en termes de télétravail. Donc, je vais donner la parole soit à Magdalena Hagebert, soit à Florence Maliesevic, dans l'autre que vous souhaitez, concernant donc l'entreprise Estando. Donc, la parole est à vous. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc déjà en quelques mots, qui est Estandon. Donc nous sommes une union de coopératives, c'est-à-dire que nous recevons les vins des coopératives vinicoles du Var, nous les assemblons, nous les mettons en bouteille et nous les commercialisons. Donc nous avons quand même une partie de notre activité qui est industrielle. Nos effectifs, c'est à peu près 83 équivalents temps plein et donc c'est un petit peu plus de la moitié qui est dédiée à la production. Nous sommes répartis sur 2 sites, le siège et le conditionnement à Brignoles et le stockage des expéditions à Flassan-sur-Issole. Donc un chiffre d'affaires d'environ 55 millions d'euros, dont ça représente un peu plus de 15 millions de bouteilles vendues. Nous sommes le premier acteur du secteur sur le Var. Donc, sur la gestion de la crise, il faut savoir quand même que nous pratiquions déjà le télétravail avant, mais ça concernait qu'une partie de nos effectifs, principalement des cadres administratifs et commerciaux, puisqu'ils sont déjà très mobiles et équipés de portables. Donc, ça allait de soi. Et ils travaillaient en général à peu près 1 fois par semaine en télétravail, principalement pour pouvoir avancer sur des dossiers qui requièrent un peu de concentration ou alors dans le cadre de leur mobilité, de leur déplacement professionnel. Mais certains employés qui ne télétravaillaient pas exprimaient à ce moment-là déjà le désir de pouvoir télétravailler. Il y avait comme une espèce de jalousie par rapport aux personnes qui pouvaient déjà télétravailler. C'était un peu perçu comme un privilège. Donc, c'est important de le savoir avant de comprendre la suite.
Donc, dès que la crise est apparue, donc en mars 2020, qu'il y a eu le confinement, bien sûr, les témoignages précédents ont fait résonance puisqu'on a procédé de la même façon. On a mis en place, on a suivi le protocole national, hein, donc on a mis en place toutes les mesures qui s'imposaient. Non sans difficulté, hein, on a rencontré exactement les mêmes difficultés que celles que vous avez évoquées, donc des petites tensions également par rapport à la situation, un certain relâchement, des gens qui effectivement considéraient que la situation n'était pas si catastrophique et que cette maladie n'était pas si grave et donc qui rechignaient un peu à respecter ces différentes mesures. Mais bon, je crois que tout le monde a connu ces difficultés-là, en tout cas au début. Et puis après, j'ai l'impression que c'est un petit peu rentré dans les mœurs, même si ça ne continue pas de la même façon, bien sûr. Dès qu'on a pu relâcher, tout le monde a un peu relâché. Et concernant donc le télétravail, bien sûr, il a fallu vite trouver une solution pour l'étendre, justement, notamment l'étendre aux populations qui ne le pratiquaient pas. Donc, celles qui le pratiquaient se sont mis à 100% tout de suite en télétravail, quasiment. Et celles qui n'y avaient pas encore accès, parce qu'elles n'étaient pas équipées. Donc, on a essayé de mettre ça en place. Donc, il fallait acquérir déjà les équipements nécessaires au télétravail. Voilà. Donc, ça représente quand même un petit budget, hein, puisqu'on a équipé à peu près 15-20 personnes de portables supplémentaires. Hein, donc, un budget consacré à ça, à la mise en place de la visioconférence, également pour organiser les réunions à distance. Il fallait quand même un équipement suffisamment efficace. Et à ça, donc c'est à peu près un budget de 20 000 €, je dirais, pour tout ça. Du coup, des équipements concernant les gestes barrières, les gels, les masques, les gants. Les gants, on ne l'a pas trop fait, mais les gels, les masques, ça représente un coût important dans une entreprise où il y a 83 salariés. Donc, nos premières préoccupations, je dirais, quand on a mis en place le télétravail, c'était bien sûr de s'assurer que les personnes étaient bien équipées, parce qu'un mauvais équipement, ça veut dire du stress, ça veut dire des tensions, et donc ça fait partie aussi de la protection des salariés en matière de prévention des problèmes psychosociaux. Et puis, une grosse préoccupation aussi sur le bien-être par rapport à cette façon de travailler à distance, par rapport au management de distance. Donc, on a vite donné des préconisations aux managers, voilà, pour qu'ils veillent justement à conserver une bonne qualité de lien avec leurs équipes, et puis l'équipe entre elles aussi. Hein, faut arriver à se coordonner quand on travaille en équipe à distance, c'est pas forcément évident. Donc il y avait des réunions quotidiennes d'équipe en visioconférence. Voilà. Donc ensuite, donc ça s'est mis en place peu à peu, bien sûr. On a écrit tout ça, on a écrit des protocoles qu'on a inclus dans notre document unique. Il y a d'autres risques aussi qu'il fallait prendre en compte dans le cadre du télétravail. C'est, voilà, vous voyez, les risques, c'est tout bête, hein, mais dans la mesure où c'est un nouveau lieu de travail étendu de l'entreprise, eh bien, il faut aussi s'assurer qu'il n'y a pas de risque lié aux installations électriques. C'est bête, mais on n'est pas chez les personnes, donc on ne sait pas dans quelles conditions ils travaillent, les chutes, les TMS, voilà. Tout ça, on l'a inscrit dans notre DURP. C'était une obligation, de toute façon, de le prendre en compte. Ensuite, quand il y a eu le déconfinement, les consignes du gouvernement, c'était quand même de maintenir le télétravail autant que possible. Donc, nous, on l'a maintenu, bien évidemment. On a maintenu également toutes les autres mesures, évidemment. Donc, ça n'a pas changé grand-chose.
Et on a beaucoup communiqué aussi parce que quand il y a eu des confinements, il y a eu un certain relâchement, en tout cas à l'extérieur. Donc après, ça veut dire qu'il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de cluster qui se forme au sein de l'entreprise. Ce qui se passe ailleurs, on n'en est pas responsable, mais en revanche, il fallait éviter d'éventuelles propagations en cas de contamination à l'intérieur. Donc évidemment, toutes ces mesures ont été maintenues avec la même rigueur, la même intensité, je dirais. En décembre 2020, donc pour faire un petit peu le point, le CSSCT a organisé une enquête auprès des télétravailleurs pour recenser toutes les problématiques, puisqu'il y avait quand même déjà une certaine expérience, 6 mois de télétravail, recenser toutes les problématiques, faire un petit point sur où on en était par rapport au télétravail, en fonction de la fréquence du télétravail. Voilà les différentes questions qui étaient posées, portées sur la fréquence du télétravail. Est-ce que le salarié est dans une pièce dédiée ou est-ce que c'est une pièce où peuvent éventuellement circuler les conjoints, les enfants, puisqu'il y avait pas mal d'écoles fermées, travailler avec des enfants autour et faire la nounou en même temps, c'est pas évident, ça peut être une source de stress. Donc, c'était important aussi de connaître au cas par cas dans quelles conditions les salariés travaillaient. Est-ce que l'équipement était bien adapté? Le mobilier, l'informatique, est-ce que la connexion Internet est bonne? Est-ce qu'il y a de nouvelles pathologies qui sont apparues par rapport au travail au bureau? Quels étaient les moyens de communication, la fréquence des contacts avec leur communauté de travail? La durée moyenne du travail quotidien, puisque quand on est en télétravail, on a une autonomie un petit peu nouvelle, on n'est pas soumis on est normalement soumis aux mêmes horaires, mais chacun s'organise un petit peu de manière autonome. Donc, on a remarqué effectivement que les plages horaires étaient beaucoup plus étendues en télétravail. Donc, on peut commencer beaucoup plus tôt, s'interrompre éventuellement et finir beaucoup plus tard. Des fois, il y en a qui ne s'interrompent pas du tout. Donc, ça peut… Ils le sautent son repas. Oui, voilà, il y en a qui sautent les repas ou qui ne font pas suffisamment de pauses. Voilà, donc c'est vrai que ce n'est pas évident de s'auto-gérer quand on est en télétravail. Donc, le CSSCT était très regardant aussi par rapport à ça. Quand on n'a pas l'habitude de télétravailler, il faut trouver son rythme. Mais cette enquête-là, il nous a permis aussi de repérer de personnes qui n'étaient pas du tout adaptées et qui n'ont pas adopté cette mode de travailler. Et on a pu alors ajuster que ces personnes-là, ils sont déplacés dans le bureau et à ce moment-là, on avait d'autres possibilités, mettre quelqu'un d'autre à la place, lui donnant des équipements nécessaires pour essayer télétravail. Donc, elle était très bien cette enquête, comme ça nous a beaucoup aidé. Voilà, c'est vrai qu'on a… globalement, les résultats de l'enquête montrent que les salariés étaient plutôt satisfaits après ces quelques mois d'adaptation. Mais oui, il y avait des dorsалgies, bien sûr, parce qu'ils n'étaient pas forcément installés comme au bureau. Donc, pour cela, on a fourni les fauteuils ergonomiques dont ils avaient besoin. Il y avait un peu de fatigue visuelle parce que sur un portable, ce n'est pas la même chose. Le confort visuel n'est pas le même, donc on a fourni des doubles écrans, voilà, des écrans séparés. Et puis, bien sûr, un peu de fatigue générale et de stress alors lié à l'organisation personnelle du télétravail, de sa journée de travail, et puis du stress aussi lié à cette situation qui était quand même très anxiogène, très nouvelle et anxiogène. Voilà. Donc, on a intégré dans le support d'entretien annuel des questions qui portaient spécifiquement sur l'usage des outils numériques hors temps de travail aussi, puisque quand on a des outils numériques, du coup, quand on les met à la disposition des salariés, ils sont tentés, voilà, également le week-end. Ils sont tentés, voilà, de travailler le soir tard et le week-end. Donc, on veille, on trouve important d'avoir une veille là-dessus. Donc, et puis, on a fourni les consignes concernant l'ergonomie du poste de travail. Donc, ça, c'est les schémas qui fournis par l'INRS ou des choses comme ça. Donc, ouais, voilà, c'est les petits schémas, je pense, qui viennent de l'INRS ou… les messages, je sais plus.
Voilà, pour veiller enfin, permettre aux salariés de s'adapter à cette nouvelle situation de travail. Après, plus récemment, donc en mars 2021, on a mis en place aussi un outil de gestion électronique des documents, donc pour faciliter justement l'accès aux documents des gens qui télétravaillent. Donc encore des coûts, hein, mais c'est vrai que ça a un coût, toutes ces mesures, mais c'est nécessaire parce que sinon, les gens qui télétravaillaient demandaient à leurs collègues de scanner des documents, de leur envoyer par mail. Donc, c'est une tâche supplémentaire pour eux. Voilà. Donc, ça pouvait créer des tensions aussi, d'être obligé de faire ça pour ceux qui sont en télétravail. Donc, voilà, on trouve un peu nos marques au fur et à mesure et on complète nos besoins au fur et à mesure. Donc, maintenant, je pense qu'on est assez bien organisé. On a mis en place une politique sur le télétravail, voilà, une politique spécifique pour fixer les règles et justement permettre un bon fonctionnement entre les gens qui télétravaillent et ceux qui ne souhaitent pas télétravailler, qui préfèrent venir sur place, donc pour essayer de régler un petit peu les relations entre les deux. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, on est sur un rythme de croisière, donc il y a des gens qui souhaitent donc conserver ce mode de travail de manière pérenne. C'est un peu rentré dans les mœurs comme une routine. On a fait une deuxième enquête qui le montre. Hein. Il y a toujours quelques difficultés, mais après un temps d'adaptation, ça se règle progressivement. Aujourd'hui, le télétravail est plutôt apprécié quand il n'est pas imposé, quand il est choisi. S'il y a une nouvelle vague qui arrive et que le gouvernement décide de remettre en place le télétravail à 100%, pour ces personnes-là, alors nous, on est prêts pour ceux qui télétravaillent déjà, mais pour les personnes qui effectivement l'ont vécu et l'ont pas bien vécu et préfèrent venir sur place, on aura toujours les mêmes difficultés. Je pense que c'est vraiment une question de personnes. Voilà. Très bien. Alors, j'ai deux petites questions. Vous avez parlé sur le management à distance. Le télétravail, ça implique le management à distance. Et la question que je me pose, est-ce que la taille des équipes peut être une limite à ce management, c'est-à-dire à partir de quel nombre de personnes c'est plus difficile de manager. D'ailleurs, je ne sais pas de combien se constituent les équipes et voilà, parce que la taille des équipes à manager, quoi, c'était la question que je me posais. Alors, l'équipe la plus importante à l'ADV, donc ils sont une dizaine, donc ça reste gérable à distance. Voilà, ils faisaient des mini-réunions tous les jours. Alors, il ne faut pas non plus faire que des réunions et que ça dure. Et puis, c'est sûr que plus on est nombreux, plus les échanges sont compliqués. Donc, c'est plus facile quand on échange d'être à 2-3. Mais il y avait quand même une réunion générale de toute l'équipe, voilà, pour garder du lien. Voilà. Alors, ce n'était pas forcément des réunions très opérationnelles, hein, c'était plus des réunions vraiment comme si on était autour de la machine à café, hein, pour garder du lien. Oui, mais bon, c'est vrai qu'autour de la machine à café, il se dit des choses souvent intéressantes qui ne peuvent pas se dire quand on est effectivement dispatché chacun chez soi, quoi. Donc, c'est effectivement. Et l'autre question, c'était, puisque vous êtes à la fois représentant de direction et puis représentant des salariés, ces deux SCT, l'impact sur le dialogue social. Alors, vous avez les aspects, disons, négatifs, les difficultés à ce qui fonctionne et les aspects positifs. Donc, vous avez parlé de l'enquête, qui est effectivement un aspect qui a été très positif dans le rôle de ces deux SCT. Mais voilà, quel a été l'impact à la fois, je dirais, en difficulté de fonctionnement et puis ce que ça a finalement apporté de positif et qui est pérennisé dans le dialogue social, dans le fonctionnement du dialogue social. Alors déjà, chez Estendon, le dialogue social, il a toujours été très bon, donc les salariés s'expriment ouvertement. En revanche, alors c'est pas le dialogue social, il a été compliqué à cause de ce qu'évoquait Johanna, par exemple, dans
la façon dont les salariés percevaient cette crise. Donc, et c'est ça que quand la direction se faisait le porte-parole des mesures gouvernementales, des fois, ça passait pas très bien auprès de populations qui justement remettaient en question les choix politiques. Donc, le dialogue social a été un peu terni par ça. Mais nous, au niveau du CSCT, on a toujours, les représentants du personnel ont toujours dialogué de manière très sereine avec la direction. Donc, je ne sais pas quel était l'objet de votre question exactement. Oui, non, c'était bon, parce que forcément, la crise a impacté sur le fonctionnement économique, organisationnel, etc., mais aussi sur le dialogue social. C'était ça la question, mais bon, vous avez répondu. On a continué d'organiser des réunions de CSE et de CSCT à distance avec la direction, avec la même régularité qu'auparavant. Donc, vraiment, on a pu maintenir nos actions comme avant. Si rien n'était, ouais. Ouais. Et alors, vous avez parlé d'un risque, on va dire, qui est l'amplitude de la journée de travail, c'est-à-dire qu'elle peut s'étendre beaucoup, et puis on n'a pas beaucoup de visibilité là-dessus. Et vous avez dit, bon, on a mis une veille là-dessus. Mais alors, en quoi elle consiste cette veille? Comment vous la mettez en place? Alors, il y a eu les 2 enquêtes qu'on a menées quand même, qu'a mené le CSSCT. Il y a le fait qu'on ait introduit un paragraphe à ce sujet dans l'entretien annuel. Donc, ça fait 3 questions déjà par an. Et puis, les managers aussi ont pour consigne quand même de poser la question aux salariés, à leurs équipes en télétravail. Voilà, d'en parler. Si quelqu'un vous envoie un mail à 4 heures du matin, on peut tout de suite être alerté que probablement il ne dort pas ou voilà. Et ces petites aptitudes, c'est par dialoguer qu'on arrive de dire c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est pas pendant samedi et dimanche qu'il faut bosser pour et petites à petites, ils apprennent et ils s'adaptent. Effectivement, ils voient qu'il ne faut pas non plus avoir conflit après familial, hein, parce qu'il y en a un impact qui s'est créé aussi. Hein, ceux qui ont toujours mari ou femme à la maison, ce n'est pas évident qu'ils apprennent que quand on est là juste en visu, quoi. Mais... Après, c'est pas, on n'interdit pas, c'est-à-dire que je sais qu'il y a des dispositifs qui permettent, par exemple, de couper les messageries ou de couper l'accès au réseau sur une certaine plage horaire. Mais alors, on a déjà travaillé dans le cadre du CSSCT sur le droit à la déconnexion. On avait fait des affichages partout dans l'entreprise, des affichages humoristiques et tout, c'était sympa. Mais moi, en tant que DAF, je revendique mon droit à la connexion. Et donc, des fois, je vais travailler tard ou je vais travailler le week-end et je le vis très bien. Donc, du coup, je ne conçois pas d'interdire à mes équipes de travailler le dimanche s'ils souhaitent se reposer le lundi matin. On est assez, alors je sais pas, on est vraiment assez, on laisse beaucoup d'autonomie aux salariés, cadre ou pas cadre. Hein. Donc, pour moi, c'est important et ils le revendiquent et je pense que c'est plus facile comme ça. Ça peut aussi les arranger de se connecter un peu plus tard, mais d'aller à une visite chez un médecin en journée, de faire une pause, voilà, et puis de rattraper le soir. Voilà. Le télétravail permet ça aussi, c'est pas mal. De faire une course en plein milieu de la journée qu'on ne peut pas faire quand on est au bureau parce que c'est un déplacement, donc c'est un peu plus compliqué. Voilà. On laisse beaucoup de liberté, mais en veillant à ce que le salarié ait la maîtrise de cette liberté, qu'il la gère bien. Ça passe par le dialogue, vraiment, des questionnements et l'observation. Écoutez, merci. Bonjour, excusez-moi. Allez-y, je vous en prie. Excusez-moi, de Stéphane Moreau et chez 06, j'aurais voulu savoir, vous avez mis en place un contrôle du temps de connexion, quelque chose, parce que réglementairement, on doit pouvoir s'assurer qu'il y ait bien une déconnexion.
vous avez mis quelque chose en place Non, non, pas du tout. On a pensé à le faire, mais finalement, on a replacé cette option par justement des dialogues et de beaucoup de savoir. On sait quel travail est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait. Bon, après, c'est pas non plus, on n'était pas obligé à aller jusque-là. On n'a pas voulu vraiment faire de ce côté un petit peu de policier, faire des analyses, qui étaient connectés, combien de temps, quel jour, pourquoi. C'est pas ça le but. Hein. Après tout, c'est notre bien-être au travail et bienveillance et une sorte d'échange il faut avoir confiance aussi. Hein. On est là pour surveiller. Ce n'est pas bon mot, mais pour veiller que les salariés ils vont au mieux et qu'ils vont se sentir au mieux que c'est possible. On n'est pas là pour le dire. Maintenant, déjà, on avait beaucoup de choses qui sont été imposées par l'État. Donc, pour le masque, ce n'était pas facile. Toutes les précautions qu'il fallait prendre, ce n'était pas évident. On n'aime pas ça. Hein. Et il n'y a aucun être humain qui aime bien ça. Donc, non. On n'a pas fait flicage. Il faut savoir aussi que Estendon, en fait, a déjà adopté un mode d'organisation holacratique. Donc, on n'a pas une organisation pyramidale traditionnelle. On n'a pas... pyramidale et très hiérarchique, voilà. On laisse beaucoup d'autonomie et de liberté d'initiative aux salariés, donc ça rentre aussi dans ce cadre-là. On n'est pas du tout, on cherche plutôt à instaurer une confiance mutuelle, voilà, entre les managers, les salariés, enfin les managers qui ne s'appellent pas managers d'ailleurs chez nous, mais voilà. Ok. D'accord, merci. Très bien. Ben, écoutez, merci bien pour ce témoignage. N'hésitez pas aussi à poser des questions ou mettre des commentaires sur le chat. On pourra, avec le temps qui restera à la fin, y revenir dessus pour poser les questions aux personnes ou faire part des témoignages. Donc, je vais enchaîner puisque le 4e témoignage devait être celui d'Aurélie Lanata, qui est directrice d'un EHPAD, la Salette Montval, donc à Marseille, et qui malheureusement a eu un empêchement de dernière minute et donc ne peut pas être là. Et bon, par chance, c'est moi qui l'ai accompagnée dans sa démarche, donc j'ai pu prendre au pied levé la présentation, parce que je pense que ça vaut la peine, ça complète les présentations qui ont eu lieu, puisque là, on va être plus sur l'aspect, je dirais, organisationnel, les conséquences sur l'organisation et le management en présentiel lié à la crise. Donc, en fait, ce témoignage, cette action et son témoignage s'inscrit dans le dispositif Objectif Reprise qui avait été mis en œuvre par le ministère du Travail et qui était porté par le réseau ARACT et par les DREST et financé par le Fonds social européen. Ce dispositif, il est terminé, mais il avait été mis en place. Donc, c'était un dispositif d'appui auprès des TPE et des PME pour fiabiliser la reprise ou la poursuite d'activité. Donc, c'est dans ce cadre-là que l'EHPAD avait formulé une demande d'appui, d'accompagnement. Donc, il faut savoir que toutes les entreprises, TPE, PME, pouvaient en bénéficier. Donc, peut-être que vous en avez bénéficié. Enfin, en tout cas, c'était un dispositif qui avait ce but-là. Donc, l'EHPAD en question, c'est 90 salariés et 175 résidents, pour donner la taille. Donc, la première vague pandémique, donc 2020, a été bien gérée par l'établissement. Il y a eu une seule contamination résident, ce qui est vraiment très peu. Des mesures ont été prises sur le plan organisationnel par la direction. Alors, la seconde vague a touché l'unité Alzheimer et elle a été plus difficile à canaliser. Et entre janvier et mi-juin 2021, l'établissement a dû faire face à des vagues de petite à grande contamination. Ça a été voilà, plus ou moins avec des vagues qui sont allées dans l'établissement. Donc, globalement, bien structuré pour gérer la crise.
la mobilisation et l'engagement de l'ensemble du personnel a été psychologiquement très difficile. Donc là, on a la problématique des risques psychosociaux, notamment, bon, il y avait le côté anxiogène, hein, puisqu'il fallait être présent de toute façon dans un milieu où il y avait quelques décontaminations et surtout une charge de travail très, 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 très forte. Donc, et en plus, durant cette période, donc entre décembre 2020 et juin 2021, deux événements ont impacté le fonctionnement de l'établissement avec le départ de deux cadres, de deux responsables, la responsable d'hébergement, qui a une fonction clé, et la directrice adjointe. Donc ça, c'est venu ça aggraver, je dirais, le problème, puisque ça s'est fait en même temps, quoi. Donc, ce qui a désorganisé en fait le comité de direction, puisque ces deux personnes faisaient partie du comité de direction, et ce qui s'est ressenti sur les équipes, puisque ce sont des managers, ces personnes-là, et également ressenti sur les résidents et les familles qui attachaient, enfin surtout les familles, une importance forte à la qualité, la qualité des soins et la qualité de l'accompagnement de leurs familles, de leurs aînés. Donc, la directrice a exprimé le besoin de redonner du sens et de redonner une dynamique d'équipe, notamment de cohésion entre la direction et les cadres qui sont dans le comité de direction, afin que cela se ressente sur le terrain, puisqu'à partir du moment où ça dysfonctionne au niveau du comité de direction, de l'encadrement, ça se répercute sur le terrain, c'est-à-dire sur les salariés et sur les résidents. Donc, pour répondre à ces attentes, dans le cadre donc, de ce dispositif, Objectif Reprise, il a été proposé à l'établissement de mettre en place et d'animer un espace de dialogue avec les membres du comité de direction sur cette problématique des dysfonctionnements en lien avec la crise. Donc, le comité de direction, c'est composé de la directrice, de l'adjointe de direction qui est membre du CSE côté cadre, du médecin coordinateur, de l'infirmière coordinatrice, de la psychologue, du responsable technique qui est également membre du CSE côté employé et de la comptable. Donc, dans ce comité de direction, on avait des représentants de la direction, on va dire, et deux membres du CSE. Donc, avant de mettre en place cet espace de dialogue, il était nécessaire d'apporter des éléments pour dialoguer, je dirais, et donc de réaliser un certain nombre d'entretiens, à la fois des entretiens auprès des membres du comité de direction et des entretiens auprès des salariés, de façon à alimenter cet espace de dialogue. Donc, ce qui est ressorti globalement des entretiens avec les membres du comité de direction, c'est déjà l'impact des conséquences de la crise sanitaire et de sa durée sur l'ensemble des salariés, les cadres et les employés. Donc, un contexte budgétaire tendu par rapport aux dépenses liées au Covid, puisque dans l'EHPAD, les dépenses liées au Covid ont été forcément importante, une approche différente du soin par rapport à un risque épidémique qui était inédit, et donc le besoin de se réinventer, pour reprendre les termes employés, le fait de devoir faire face, tant la direction que l'encadrement que l'ensemble du personnel, à une organisation en mode dégradé, notamment par rapport à l'absentéisme, et notamment de mars à septembre 2020, avec un impact en plus des tâches supplémentaires demandées dans le cadre de la crise. C'est les tableaux que demandait l'ARS, le chômage partiel pour certaines personnes, la gestion des stocks de pays, l'acheminement du matériel dans l'EHPAD, de l'extérieur dans l'EHPAD qui est devenu très compliqué, la modification des horaires au niveau de l'accueil, de l'organisation des réunions, et bien sûr l'impact sur les conditions de travail et sur la vie hors travail. Donc, ils ont renforcé, je dirais, l'équipe côté infirmière avec une infirmière référente Covid qui a travaillé en binôme avec l'infirmière coordinatrice puisqu'il fallait pouvoir avoir une référente Covid pour traiter tous les aspects liés aux conséquences du Covid.
Donc, en fin 2021, au moment où s'est terminé d'ailleurs cet accompagnement, il y a eu un assouplissement du protocole vis-à-vis des familles, mais toujours des fortes exigences de l'ARS qui ont été vraiment jusqu'au bout. Il y a eu la 3e dose de vaccin pour les résidents, la vaccination du personnel, et comme ça a été dit, certains personnels ont refusé la vaccination, certains salariés ont refusé la vaccination, et donc il fallait prendre les conséquences en fonction de ces refus, puisque les personnes ne pouvaient plus accéder dans l'établissement. Donc, également, ce qui a été exprimé lors de ces entretiens, c'est des dysfonctionnements dans la ligne hiérarchique. Comme je vous disais, il y a eu 2 démissions, 2 départs. Ce qui a fait que, en fait, ce que faisaient ces 2 personnes, le responsable hébergement et l'adjoint de direction, a été dispatché sur les autres cadres, ce qui a créé de la charge de travail, mais aussi des dysfonctionnements dans la ligne hiérarchique et une perte de cohésion d'ensemble. Donc, voilà. Et le cadre, et également le glissement de tâches d'une fonction à une autre, aussi bien au niveau des cadres qu'au niveau des salariés. Donc, les entretiens au niveau des salariés, je ne vais pas prendre tous les salariés, je vais plutôt me centrer sur les soignants, le personnel soignant. Donc là, c'est une surcharge de travail qui a été exprimée par l'ensemble des personnes rencontrées, notamment le personnel soignant qui a exprimé avoir dû faire face à une très forte charge de travail durant la crise. D'une part, parce que l'absentéisme est passé de 10%, qui est environ l'absentéisme habituel, à 30%, ce qui est quand même très, très fort. L'IDE référente Covid a démissionné, en mettant en avant une charge de travail énorme, des conditions de travail dégradées, un nombre d'heures, enfin, elle a fini par démissionner. Et davantage de travail pour toutes les infirmières, tests des familles, des résidents, prise de température, etc. Et cette situation, avec la durée, puisque la crise a duré, a conduit à un sentiment d'épuisement, c'est ce qui était exprimé, à travers le volume horaire réalisé, les postes non pourvus et leurs conséquences, et puis faire des vaccinations en plus, former les nouvelles, tout ça dans un contexte anxiogène. Et cela, ce qu'ont souligné les personnes interviewées, c'est qu'au-delà de la dégradation des conditions de travail, cette situation a eu un impact sur la qualité des soins. Et ça a été mal vécu par le personnel, puisque la qualité du travail, la qualité des soins n'était plus atteinte comme elle l'aurait souhaité. Alors, les personnes, donc les infirmières, aides-soignantes, se sont également exprimées sur le management, avec le problème du turnover du poste d'infirmière coordinatrice qui a été souligné, en disant qu'une seule infirmière coordinatrice pour 175 résidents, c'est difficile, d'où le turnover, enfin, c'est comme ça qu'elles présentaient les choses. Et elles ont également fait part d'un besoin d'un encadrement de proximité, puisque entre l'infirmière coordinatrice et les infirmières, il n'y a rien, si vous voulez. Et donc, le besoin d'un encadrement de proximité plus présent a été exprimé lors de ces entretiens, et également des besoins sur les conditions et les moyens de travail qui, eux, avec ou sans crise, sont toujours présents dans ce type d'établissement. C'est les problématiques d'accidents du travail et de maladies et de pathologies liées au transfert de résidents, les glissades, les postures, le manque de matériel dans la manutention, etc. Et pour les ASH, donc les agents de services hospitaliers, la crise a été un facteur aggravant de leurs conditions de travail, notamment dans la répartition des tâches qui était un peu plus compliquée lorsqu'il y avait des absents. Donc, suite à ces entretiens, 3 séances de travail ont eu lieu avec les membres donc, du comité de direction, puisque l'objectif, c'était de redynamiser ce comité de direction, de le faire mieux fonctionner. C'était un des objectifs dans cet espace de dialogue. Donc, il y a eu 3 séances de travail, et les objectifs de ces séances ont été d'échanger sur les difficultés rencontrées, qui ont été exprimées dans les entretiens, à partir de l'analyse justement des données recueillies lors des entretiens, de déterminer des axes d'amélioration et donc de travailler ensuite sur des pistes d'action pour améliorer le fonctionnement en cas de crise, d'une autre crise, mais aussi améliorer le fonctionnement indépendamment de crise, c'est-à-dire saisir l'opportunité de la crise pour améliorer l'organisation et le management à tous les niveaux. Mais là, je vais me centrer sur le personnel soignant.
Donc, il y a 2 groupes de travail qui ont été constitués, et notamment un groupe de travail qui a travaillé sur le pôle médical soins, puisqu'il y a un pôle médical soins qui regroupe le personnel soignant. Et ce groupe de travail que j'animais, mon rôle c'était d'animer ce groupe de travail, il était composé du médecin coordinateur, de l'infirmière coordinatrice, de la psychologue qui intervient également dans l'établissement, et du responsable technique qui, donc, je le rappelle, est membre du CSE, collège salarié, on va dire. Donc, il y a un thème qui a été retenu, alors il y a toute une discussion, il y a un thème qui a été retenu à travers la présentation donc, des résultats des entretiens, ça a été celui du management des équipes, puisque là, on avait un point critique et de fortes attentes de la part du personnel, quoi. Parce que le management des équipes est important, d'autant plus si on est en mode dégradé, puisqu'en mode dégradé, il y a de la variabilité, comme on dit, et il faut réguler ça. Donc, le management des équipes était essentiel. Et là, il y a 2 hypothèses qui ont été formulées. Donc, le groupe a travaillé sur ces 2 hypothèses pour améliorer ce management des équipes. Le passage de 1 à 2 infirmières coordinatrices, avec le recrutement d'une 2e infirmière coordinatrice, ou alors le recrutement de 2 infirmières référentes. Alors, référente Covid quand il y a le Covid, ou référente, en tout cas, pour jouer un encadrement intermédiaire entre l'IDEC et les salariés. Donc, il y avait ces 2 hypothèses qui ont été mises sur la table. L'idée, c'était de travailler sur les avantages et les inconvénients de chacune. Et l'hypothèse qui a été privilégiée, donc je vais plus aller sur celle-là, c'est celle du passage d'1 à 2 infirmières coordinatrices. Donc, à partir de là, on va aller changer des choses. Donc, on a travaillé sur les points de vigilance par rapport à ce changement d'organisation. On a une seule infirmière coordinatrice, on passe à 2 infirmières coordinatrices. C'est une réduction du périmètre hiérarchique pour chacune et un sentiment de manque de reconnaissance de celle qui est déjà en poste. Ça, il faut le gérer, sinon on peut créer des risques psychosociaux. Une segmentation de la vision globale, puisque si on a 2 infirmières coordinatrices, on va segmenter, donc il y a une segmentation de la vision globale, donc, avec le point de vigilance qui est le risque d'une perte d'information, à la fois par rapport aux soignants et par rapport aux résidents. Et puis, on crée une responsabilité bicéphale et la création d'une interface, puisqu'on a 2 responsables de pôle. Donc là, l'efficacité de la nouvelle organisation se joue dans l'interface, ce qui s'y joue pouvant être source de tension et de dysfonctionnement. Et donc, il faut pouvoir bien anticiper ce que peut être cette interface entre 2 responsables de pôle. Alors, des pistes d'action ont été formulées, notamment concernant les modalités de fonctionnement de ces 2 infirmières coordinatrices, la constitution d'un binôme où chacun des membres est responsable de son secteur avec ses propres marges de manœuvre, mais pour que ce binôme fonctionne et pour qu'on conserve l'homogénéité et la cohérence des actions, c'est de formaliser des temps d'échange dans la journée ou dans la semaine et où les possibilités que l'une des 2 infirmières coordinatrices puisse participer aux réunions de secteur de l'autre pour favoriser la circulation de l'information. Ce qui est important, c'était de conserver cette circulation de l'information et permettre une connaissance suffisante du secteur de l'autre de l'une par rapport à l'autre pour la remplacer efficacement lors des absences, évidemment, parce que ça, il faut le considérer. Donc également, ça a été de définir et de partager des règles communes par rapport à l'homogénéité des pratiques, qu'il n'y ait pas des pratiques qui, avec ces 2 pôles, se différencient sous ce que peut donner comme consigne l'infirmière coordinatrice, conserver l'homogénéité des pratiques, notamment au niveau du suivi de l'accompagnement des résidents, de la relation aux familles, des supports de travail, etc. Et également de renforcer la cohérence du binôme en animant en commun des groupes de travail pour, par exemple, échanger sur l'évolution des supports de soins, sur les aides à la manutention, etc. Et concernant enfin les modalités de fonctionnement de la ligne hiérarchique, puisque là, en créant 2 IDEC coordinatrices, on avait un fonctionnement de la hiérarchie différent de quand il n'y en a qu'une. Donc, c'était de définir les modalités d'arbitrage et de régulation en cas de désaccord de ces 2 infirmières coordinatrices, en cas de désaccord, d'écart dans la pratique, de gestion des priorités. Et donc là, c'était de définir les relations des 2 infirmières coordinatrices avec le médecin coordinateur
qui est le supérieur hiérarchique immédiat de ces deux infirmières coordinatrices. Mais également, si besoin, avec l'adjointe de direction et la directrice. C'est-à-dire, là, il y a un besoin, à un moment donné, lorsqu'il peut y avoir des désaccords entre les deux infirmières coordinatrices, d'arbitrer et de réguler en monte au niveau N+1. Et également, les modalités de fonctionnement de la ligne hiérarchique, d'optimiser les interactions, la coordination par rapport donc, aux deux secteurs. Donc, c'est de favoriser la communication, la remontée des informations vers le médecin coordinateur, vers l'adjointe de direction, vers le pôle technique. Enfin, remonter des informations et les demandes. Hein. Par exemple, le pôle technique peut avoir des demandes à satisfaire, donc il faut que ces informations remontent, qu'après il y ait des priorités qui soient gérées sur quel est le pôle prioritaire pour répondre aux demandes qu'ils formulent, le pôle hébergement, etc. Et avoir le retour des informations vers les deux infirmières coordinatrices et pas que vers une, pour ne pas créer des déséquilibres et des risques de dysfonctionnement. Donc voilà pour rapidement dire le travail qui a été réalisé avec ce comité de direction. Ensuite, la suite dont moi je me suis retiré, en tout cas en laissant en disant que bon, ce qui est important, c'est, puisqu'il y avait toujours ces deux hypothèses, bien que l'une était privilégiée, c'est de pouvoir expérimenter ces pistes, puisque avant la mise en œuvre effective des solutions, il est toujours pertinent de réaliser un pronostic, c'est-à-dire d'imaginer avant de mettre en œuvre qu'est-ce que ça peut donner, parce que c'est plus coûteux hein, de corriger que de préparer, on va dire. Donc, c'était de tester les solutions, les deux hypothèses, là, les expérimenter sur un temps donné pour les évaluer, les préciser, etc. Donc, en tout cas, les membres du comité de direction ont indiqué qu'un temps de pilotage, d'accompagnement de la nouvelle organisation était important. C'est-à-dire ils étaient prêts à faire une expérimentation. Et finalement, j'ai su ensuite, puisque la directrice m'a informé que finalement, ils avaient validé le recrutement de deux infirmières coordinatrices. Et qu'ils étaient en train, puisque j'ai plus d'informations après, de définir le lien hiérarchique de ces deux infirmières coordinatrices avec les autres cadres, leur N+1 et puis leur N équivalent, et que des fiches de poste étaient en cours de validation. Donc voilà, un petit peu pour... alors, ça aurait été mieux que la directrice témoigne. Elle aurait dit les choses sûrement différemment que moi, mais je pense que c'était quand même intéressant de compléter les précédents témoignages par celui-ci, qui est une entreprise différente et avec d'autres problématiques et d'autres enjeux. Voilà, donc... à partir de maintenant, on peut, parce qu'on a encore un petit peu de temps, puisqu'il y aura une conclusion synthèse donc, qui sera réalisée donc, par Philippe Girard. Mais si les participants, que ce soit les intervenants ou que ce soit les participants à distance, ont des commentaires ou des questions, c'est le moment de le faire. Moi, je ne vois pas pour l'instant de questions, de témoignages sur le chat, mais il ne faut pas hésiter. Hein. C'est sûr que le présentiel favorise l'interaction et le débat, mais bon, on peut également là un petit peu échanger par rapport à tout ce qui a été présenté ce matin. Non, a priori, il n'y a pas de questions ni de commentaires. Donc, peut-être qu'il y en aura, parce qu'on a encore un peu de temps. Donc, je vais donner la parole à Philippe Girard, donc co-créateur du Lab RSE, qui va nous expliquer ce que c'est Lab RSE Innovation. Très bien, merci, bonjour. Oui, donc le lab, en fait, moi, ça fait 18 ans que je travaille dans les trophées RSE. J'ai créé les premiers trophées RSE de France. Mon travail à moi est de citer pour inciter. Citer ce qui marche pour inciter les entreprises à suivre l'exemplarité. D'ailleurs, de mémoire, Estandon a dû participer au trophée ou voulait participer au trophée. En tout cas, j'en ai entendu parler. Je ne sais pas si c'est d'actualité.
Mais en gros, voilà, on essaye de récompenser les meilleures politiques sociales, environnementales, sociétales. Et on va au-delà, c'est-à-dire qu'on essaye de repérer ce qui marche, diffuser ce qui marche et infuser ce qui marche auprès des entreprises. Donc, on a créé un écosystème d'acteurs, entreprises, consultants, experts de tous bords, etc., pour faire grandir les entreprises dans la RSE, les accompagner et puis savoir ce qui se passe. Donc, on est détecteur d'acteurs émergents et d'entreprises émergentes et entreprises engagées. Et on essaye de faire connaître un petit peu tout ça à travers les trophées, à travers notre newsletter qui est envoyé à 40 000 mails, et à travers différents événements dans lesquels on est copartenaire, partenaire ou qu'on crée nous-mêmes. On s'est rencontrés dans le cadre de la DRETS, puisqu'on a été missionné il y a 2 ans pour essayer de repérer les entreprises qui avaient mis en place des dispositifs intéressants pendant la Covid et qui faisaient qu'elles fonctionnaient mieux que les autres. Voilà. Donc, cette étude, on a donc secoué les réseaux économiques pour savoir quelles étaient les entreprises qu'ils connaissaient. On les a interrogées, on a fait un premier séminaire pour voir ce qu'elles avaient encore plus en vente et ce qu'elles pouvaient nous dire. Et puis là, on est en train de travailler sur un livre blanc. Et en plus, il y a une mission qui a été donnée au CARIF aussi sur l'emploi et l'insertion pour savoir ce que c'est qu'une entreprise apprenante. Et sachez qu'on fait un séminaire de restitution le 4 octobre prochain, après-midi, qui aura lieu vraisemblablement à Aix-en-Provence, mais on ne sait pas encore où. Voilà. Et donc, en gros, le 4 octobre prochain, on sera en mesure de vous dire quelle est la recette qui fait qu'une entreprise marche mieux qu'une autre. Parce que ce qu'on s'est aperçu pendant la Covid, c'est que les entreprises qui résistaient le mieux et celles qui avaient fait le meilleur boulot n'étaient pas des entreprises qui étaient préparées au Covid, mais qui étaient préparées tout simplement aux transitions. Et donc, en gros, c'est comment une entreprise se prépare aux transitions et comment une entreprise fait face à toutes les transitions, sachant que, vous le voyez, le monde s'accélère énormément et qu'on n'en est qu'au début. Voilà. Donc, tous les gens qui sont présents sont invités s'ils le souhaitent. Et il faudra juste nous donner les mailings, pour que vous puissiez vous y rendre. Voilà. Ceci étant dit, vous m'avez demandé d'intervenir pour dire un peu ce que je pensais ou ce que j'avais comme commentaire à faire sur tout ce qui avait été plus ou moins dit et apporter du contenu. On est d'accord? Tout à fait, oui. Ok, super. Alors, nous déjà, ce qu'on a constaté, et on l'avait écrit, ce qui s'est passé pendant la Covid, ça a été que les gens ils sont sortis de la roue du hamster. Et donc, en gros, pour la première fois, ils se sont posés la question du sens. Et nous, on est ravis parce que comme moi, je travaille dans les RSE et que c'est mon fer de lance, eh bien, c'est nous qui avons inoculé le virus. La RSE, d'un coup, est devenu quelque chose de très important parce qu'à l'époque, juste avant la Covid, la RSE, on était vraiment sur des actions environnementales. Beaucoup axé sur des actions environnementales et sociales, on entendait très peu parler. Et d'ailleurs, même, j'avais des contestations et des confrontations de plus en plus importantes avec des gens qui me disaient « Ouais, la RSE, faut changer de nom, c'est plus le truc, c'est plus ça, faut parler de transition écologique, etc. » Sauf que quand on parle de transition écologique, on ne parle pas du tout de responsabilité sociale, même si tout le monde fait des amalgames de tout. Mais moi, ce que je suis très heureux, c'est que la Covid a remis au jour totalement la RSE et a remis au jour totalement le social. Et là, quand les gens ont quitté leur roue du hamster, ils se sont posé la question du sens. Et en plus, les entreprises qui disaient qu'elles ne pouvaient pas faire du télétravail jusqu'à maintenant pour X raisons, là, d'un coup, elles ont demandé à tout le monde d'être en télétravail. Et ce qui était impossible durant des années, je crois que la France était à 17% de télétravail. On était dans la moyenne européenne. Je crois qu'aux États-Unis, on est à 40% de télétravail. Donc, on avait encore une grande marge. Et là, d'un coup, tout le monde s'est mis au télétravail et tout a été possible. Et là, les gens ont goûté à quelque chose qu'ils demandaient, auquel ils n'avaient pas forcément le droit, parce qu'on leur aurait toqué qu'il y avait des problèmes de conditions de travail. Il y avait des problèmes si un accident du travail pendant le télétravail, comment ça marche. Donc, tout ça créait pas mal de risques. Et puis, sous-jacent, bien entendu, le contrôle, le problème de la responsabilisation, le problème de la délégation, le problème de la confiance, etc. Mais une fois que les gens ont goûté à ça, on ne peut plus revenir en arrière.
moi, ce que je constate, c'est que la majorité des entreprises qui disent « Allez hop là, revenez à la maison et revenez travailler 5 jours sur 7 », ça ne marche plus. Ça ne marche plus du tout. D'autant que vous avez toute la jeune génération qui débarque et qui, elle, n'a pas forcément à passer 2 ans, ces 2 dernières années d'études, à faire plus ou moins du télétravail, qu'ils ont goûté à ça aussi, et que eux, quand ils rentrent dans une entreprise, c'est normal qu'on leur donne du télétravail. Ce n'est pas normal qu'ils restent 5 jours sur 7 à la maison, enfin, je veux dire, à l'entreprise. Donc, d'un coup, les gens ont réalisé la conciliation vie privée, vie professionnelle, et les entreprises sont obligées de travailler là-dessus. Et nous… Télétravail, il est plus facile d'instaurer le télétravail après une période de travail sur place quand même, puisque le lien est quand même plus facile au démarrage, pour créer du lien, c'est quand même plus facile d'être en présentiel. Et je pense que les personnes qui arrivent dans une entreprise directe en télétravail, c'est beaucoup plus compliqué. Nous, on a des personnes qui ont été recrutées pendant la période Covid et qui ne sont pas restées parce qu'elles n'ont pas réussi à créer le lien avec les autres salariés. On a Bien sûr, non, mais bien sûr, mais vous avez raison. Moi, je ne dis pas qu'il faut que du télétravail, attention. Je dis juste que les gens ont été habitués à avoir un moment, une possibilité de rester chez eux et de pouvoir gérer leurs objectifs et gérer leur journée comme ils l'entendaient, avec les difficultés et les aléas de l'entreprise. Et effectivement, quand quelqu'un est recruté, lui, il a besoin d'immersion. Donc ça, c'est un cas un peu particulier. Mais moi, j'ai vu pas mal de jeunes, j'ai discuté avec pas mal d'entreprises aussi, où il y a un peu une confrontation entre jeunes et anciens, parce que les anciens, ils ont toujours appris à venir à l'entreprise et à être dans la négation et à donner à l'entreprise. Et les jeunes ne sont plus du tout dans cet état d'esprit-là. Et eux, ce qu'ils veulent voir, c'est comment ils concilient la vie privée et professionnelle. D'ailleurs, ça l'est à tel point qu'aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises qui ont du mal à recruter. Elles ont du mal à recruter parce qu'elles n'offrent pas ces garanties-là. Et voilà, vous savez très bien, aujourd'hui, dans toutes les études, les jeunes ne demandent pas un salaire. Enfin, ce n'est pas le salaire leur priorité numéro 1. Leur priorité numéro 1, c'est le sens. Et la priorité numéro 1, c'est la qualité de vie privée et vie professionnelle. Et ils ont besoin d'avoir un sentiment d'appartenance à l'entreprise en fonction des actions et des domaines qu'elles touchent de manière sociétale et d'être fiers de leur boîte, quoi. Et toutes les boîtes aujourd'hui qui ne sont pas prêtes à ça, c'est très grave. C'est très grave parce que vous ne pouvez pas dire aux jeunes recrutés ou à des gens que vous recrutez « Oui, t'inquiète pas, on est en train de le faire, ça va arriver. » Ah ben ouais, mais non, mais ça ne va pas arriver. Il y a une sorte d'urgence. Il y a une sorte d'urgence aujourd'hui à vivre. Et c'est pour ça que beaucoup d'entreprises ont énormément de difficultés parce qu'elles n'étaient pas préparées à ça. Et moi, je comprends très bien les entreprises. Et tout ce que je vous dis n'est absolument pas un jugement, hein. Ce sont des observations. Voilà. Donc, nous, on s'est aperçu que, voilà, comme je vous l'ai dit, les gens se sont posé la question du sens. Alors, il y a les gens qui sont heureux en famille, heureux et avec leurs enfants, etc. Et qui, eux, ont dit « mais ça n'a plus de sens de faire des trajets de fou la journée pour venir à l'entreprise, de se faire des réunionites qui finalement ne font pas avancer grand-chose alors que je peux les faire de chez moi ». Et puis forcément, il y a ceux qui sont célibataires, qui n'ont pas forcément une vie de famille, qui sont seuls chez eux et qui, eux, ont besoin de l'entreprise pour leur donner un cadre et pour les remplir aussi affectivement. Ensuite, nous, ce qu'on a prévu aussi, c'est, à mon sens, je pense qu'il va y avoir une recrudescence de burn-out. Parce que si les entreprises demandent à des gens qui ont compris que finalement, qui se sont interrogés sur le sens de ce qu'ils faisaient et qui d'un coup sont aperçus qu'il n'y avait pas forcément de sens et qu'on les oblige à revenir vers quelque chose d'ancien auquel ils adhèrent plus forcément, mais qui n'ont pas le courage, les moyens de pouvoir dire non et de revenir à ça, moi, je suis certain que ça va créer énormément de burn-out et qu'il va y avoir… et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, pas en burn-out, mais énormément de gens ont choisi de donner leur démission, d'arrêter ce qu'ils faisaient pour partir sur d'autres voies professionnelles. Et donc, tu as ceux qui ont pris des voies professionnelles différentes, tu as ceux qui ont trouvé un accord avec leur entreprise pour réaménager leur temps de travail, la manière de travailler, la conception de l'organisation de leur travail et de leur conciliation vie privée et vie professionnelle. Et tu as ceux qui sont face à des murs où les entreprises n'ont pas envie de déléguer, ont toujours besoin d'exercer du contrôle, ne responsabilisent pas forcément leurs salariés, et ceux-là qui se sentent
obligés de continuer et qui n'ont pas peut-être le courage ou les moyens personnels de pouvoir changer, eux, ils vont avoir beaucoup de difficultés. Et ensuite, on rencontre pas mal de cadres aussi qui doivent expliquer des choses à des salariés auxquels ils n'adhèrent pas forcément. Et ils sont dans l'étau entre la direction et les salariés pour faire passer des messages auxquels ils ne croient plus forcément aussi. Voilà. Et ça aussi, ça renforce les burn-out et les arrêts de travail. Alors, si je peux me permettre par rapport à ça, parce que j'ai posé la question tout à l'heure par rapport. Alors, c'est peut-être fonction des entreprises, de leur taille, peut-être fonction du type d'activité, mais il y a un problème de management quand même qui se pose. Et il y a des cas, j'en connais, où le manager ne peut plus travailler avec son personnel à distance. Il ne peut plus travailler du tout. Et donc, il est obligé de rappeler, de faire revenir les membres de son équipe, sinon il ne peut plus travailler. Il y a quand même des cas où ça se pose. Bien sûr, bien sûr. Mais bien sûr, moi je vous parle en général, enfin, de manière générale. Après, il y a plein d'exceptions et il y a plein de cas, différents. Mais ce que je voulais vous dire aussi, puisque vous parlez de gens qui ne peuvent plus travailler ou de chefs d'entreprise, vous avez des chefs d'entreprise aussi que nous on a repérés, et dont un qui est extraordinaire, qui lui a failli faire un burn-out pendant la Covid. Grosso modo, il a fait plus ou moins un burn-out. Voilà, parce qu'il s'est retrouvé accablé, il a 90 salariés, il s'est retrouvé accablé par la Covid qui est débarquée, par toutes les mesures qui lui tombaient dessus, et par l'angoisse qu'il portait sur ses salariés. C'est-à-dire de dire, mais putain, je suis responsable, s'il leur arrive quelque chose, c'est moi qui suis responsable. Donc, il y a aussi beaucoup de chefs d'entreprise qui ont porté cette responsabilité-là et qui étaient livrés à eux-mêmes parce que personne n'y comprenait rien à ce virus et ce qu'il fallait vraiment faire ou pas faire. Donc, tu as des chefs d'entreprise qui ont anticipé tout de suite. C'est-à-dire qu'avant même les mesures du gouvernement, ils ont dit nous, on arrête tout. On arrête tout pour prendre le moins de risques possible et on met le maximum de choses en conformité. Donc, ils ont offert 2 jours de travail payés à tous leurs salariés en disant vous restez à la maison, je ne veux absolument pas vous exposer et vous ne revenez que quand l'entreprise sera garantie. Et puis, il y a ceux qui ont continué à faire marcher la machine, à potentiellement exposer les salariés. Mais ce directeur, ce patron de boîte là, qui a failli faire un burn-out, ce qui est génial, c'est qu'il a vu un coach. C'est le coach qui lui a dit à mon avis, tu es en burn-out. Il a appelé 2 personnes de sa direction qui potentiellement étaient dans le même état que lui. Et il s'est dit, mais si moi je vis ça, ça veut dire que mes salariés doivent vivre ça aussi. Et donc, il a offert une formation à 15 000 € à tous ses salariés avec ce coach-là, qui leur a fait une formation sur la santé et la nutrition. Pour tenir pendant la Covid et avoir une meilleure vision aussi de soi, parce que ce qui se jouait, c'était effectivement les problèmes de sommeil, les problèmes d'obésité, des problèmes de non-mouvement, voilà. Et effectivement, où une sorte un peu de dépression chronique de tout le monde pouvait arriver parce que personne ne savait où il allait, il était dans l'incertitude, pouvait se laisser aller à certaines choses, etc. Voilà. Et cette formation qu'ils ont fait, pendant la Covid qui a duré 5 jours et qui a touché les aspects nutritionnels, sportifs, sommeil, psychologique, enfin plein de choses, ça a reboosté tout le monde. Voilà, ça a reboosté tout le monde et tout le monde a pu parler de ses mal-être et tout le monde a pu parler de ce qu'il vivait, de comment il était et ils l'ont continué dans la boîte. Et ils se sont aperçus. Oui. Excusez-moi, je crois qu'il y a quelqu'un. Oui, parasite. D'accord. Et ensuite, ils ont fait une étude pour voir est-ce que ça avait concrètement fait, quoi. Et des gens qui avaient des problèmes de sommeil, qui en ont beaucoup moins, des gens qui avaient des problèmes de poids, qui en ont beaucoup moins. Et voilà, et tout ça se sent dans l'entreprise. Mais ce sont des chefs d'entreprise qui te parlent d'amour, qui te parlent de respect, qui te parlent de notions dont on entend peu parler finalement dans les entreprises. Donc ces boîtes-là étaient préparées. Ces boîtes-là étaient préparées parce que leur état d'esprit était réellement d'accompagner, d'aimer leurs salariés, de les entourer et donc de se mettre à la place d'eux et de pas avoir peur non plus de pouvoir montrer que ils avaient des difficultés, de pas cacher, de jouer en transparence. Voilà. Et quand les gens ne jouent pas forcément en transparence, les salariés ne sont pas des idiots, ils voient bien ce qui se passe. Ça crée encore plus de peur, encore plus d'appréhension.
et ben, ça crée des comportements de non-confiance et quelque part d'angoisse et de peur, quoi. Voilà. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire. Ensuite, ce qu'on voit aussi, c'est, vous avez parlé à un moment, bien sûr, des problèmes que le télétravail pouvait poser, et notamment sur l'envahissement de la vie privée et quel cadre on donnait à ça. Donc, pas mal d'entreprises se sont penchées sur la responsabilité numérique de l'entreprise, en créant des accords, en mettant des cadres là-dessus, pour trouver des limites à l'insertion de l'entreprise dans la vie privée, quoi. Voilà. Donc ça, c'est des nouveaux chantiers qui débarquent, sur lesquels les boîtes ne travaillent pas forcément et qu'aujourd'hui, elles commencent à travailler. Voilà, donc le gagnant pour moi de ça, s'il y a des gagnants, c'est que toutes les entreprises sont obligées maintenant de concilier la vie privée et la vie professionnelle. Elles sont obligées de travailler sur leur responsabilité numérique aussi de l'entreprise. Elles sont obligées de concevoir le lieu de travail de manière différente. Vous le savez, il y a pas mal de boîtes maintenant qui ont fait des flex bureaux. Il n'y a plus de bureau attitré. Tu viens quelque part, dans un endroit. Il y en a qui ont diminué leur surface de bureau. Il y en a qui, au contraire, fait des travaux pour augmenter la surface possible pour chacun, pour qu'il y ait plus de bien-être, tout en gardant la même surface. Voilà, il y a plein de choses qui ont été faites. Mais en tout cas, tout ça ne peut pas se faire s'il n'y a pas de concertation. La base de la RSE, c'est l'implication des parties prenantes. Et là aussi, toutes les entreprises qui ont impliqué leurs parties prenantes, qui ont travaillé avec leurs fournisseurs aussi, et qui les ont épaulés aussi. Il y a des boîtes, elles ont dit, il y a des boîtes qui ont dit, écoute, tu vois, on est en crise, on te payera dès qu'on pourra, et traverse la crise et bonne chance. Et puis il y en a qui ont dit, non, on va te payer tout de suite. Tu fais partie de l'équipe, quoi. Voilà. Donc on s'aperçoit encore une fois que c'est une vision de soi-même, c'est une vision de l'entreprise qui fait qu'à un moment, on est plus préparé, on encaisse mieux les chocs. Et on a un discours qui est plus facile vis-à-vis de ses salariés pour les embarquer dans le même bateau quand le bateau prend un peu l'eau, quoi. Écoutez, merci bien, Monsieur Girard. Donc, nous arrivons au terme de cette matinale à distance. Peut-être que Monsieur Joly, si vous souhaitez dire 2 mots de conclusion. Je ne sais pas, c'est… voilà, bon, je ne sais pas, mais faites quoi Oui. Voilà, si vous souhaitez, voilà, peut-être… Non, si les conclusions des intervenants ont été faites, je vais reprendre effectivement la main pour remercier tout d'abord l'ensemble des participants. Alors malheureusement, certains de nos intervenants n'ont pas pu être présents pour des raisons tout à fait légitimes, puisqu'ils ont été mobilisés sur des sinistres, donc c'est tout à fait excusable. Ça aurait effectivement pu être plus, immédiat et vivant compte tenu de leur expérience. Mais bon, Jourdan a fait une restitution, je pense, tout à fait fidèle et intéressante de ce qui avait été mis en place dans cette EHPAD. Donc, je remercie à nouveau tous les participants de leur témoignage, de leur analyse et des apports qui ont pu être faits au cours de cette matinale. L'idée étant effectivement de mettre en exergue ce qui a pu être mis en place au cours de la crise sanitaire, de ce qui peut perdurer en matière de bonnes pratiques, et que ça puisse percoler dans les entreprises. C'était notamment le sens de la dernière intervention, que ce qui a pu être mis en place ailleurs puisse se démultiplier, et c'est des actions qui vont être conduites à plus long terme dans les entreprises. Et donc, ce colloque me paraît tout à fait intéressant en termes d'apport, et notamment, et c'était l'objet de notre matinale, à destination des PME, TPE, qui n'étaient pas forcément les mieux outillés pour affronter cette crise sanitaire, mais à plus long terme, et des crises qui
peuvent survenir dans les organisations. Donc, je remercie l'ensemble des participants. Cette matinale a été enregistrée, comme vous avez pu le constater. Elle sera visible de nouveau par les personnes qui le souhaitent, hein, celles qui n'ont pas pu être présentes aujourd'hui. On fera une forme de communication donc pour rendre cette matinale visible avec éventuellement les outils et des références qui ont pu être utilisées. Donc, je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour la prochaine matinale du comité RPS QVT du Var fin d'année, dont le thème n'a pas encore été arrêté, mais sur lequel nous travaillons déjà et nous ne manquons pas de communiquer sur ce sujet très, très rapidement. Merci, bonne fin de journée à tous. Merci, Monsieur Joly. Et donc, merci à tous et à toutes pour votre participation. Et donc, à bientôt pour la prochaine matinale. Merci. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir.